merci de me donner la parole. Et puis, je voudrais aussi remercier les collègues et amis de la CIP pour m'avoir proposé cet exercice très particulier. Alors oui, aujourd'hui, Maman est morte, c'est le titre que j'ai proposé. Alors, c'est une bien triste nouvelle, évidemment, mais ce n'est pas ma mère qui est morte, je vous rassure. C'est la première phrase du livre de Camus, que vous avez peut-être reconnu, L'étranger. L'étranger commence de cette manière-là. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. Voilà, première phrase du livre de Camus. Et une bien triste nouvelle, disais-je, mais en tout cas cela, on trouverait ça logique d'être triste. Mais à l'annonce de cette nouvelle, Meursault, qui est le personnage principal du livre, n'est pas spécialement triste. Il ressent de l'indifférence, il n'a pas envie de pleurer. Il n'a pas non plus envie de faire semblant, surtout pas au moment de l'enterrement. Mais cela va peut-être bien lui coûter la vie. Et dans le livre, Meursault sera condamné à mort alors, pour avoir tué un homme. Mais ce qui poussera le jury à le condamner, ce sera notamment l'absence d'émotion manifestée au moment de l'enterrement. Le procureur ira piocher un petit peu dans ce passé-là. Trop peu d'émotions, ou pas les bonnes. En tout cas, cela fait de lui un monstre, et ça lui coûtera la vie. Alors, c'est dire l'importance qu'on peut attribuer aux émotions en tant que manifestation de ce qu'on ressent, peut-être aussi de ce qu'on est à un moment donné, aussi de ce qu'on doit montrer. Et on saisit tout de suite la complexité liée aux émotions. Elles semblent à la fois spontanées, immédiates, vraies. Elles se manifestent dans le corps. Et ça, je vais y revenir parce que c'est tout à fait essentiel. Dans le corps et en même temps avec des manifestations mentales ou psychiques. Mais elles se doublent aussi d'usages sociaux ou de normes. On condamnera Meursault pour ne pas avoir affiché le comportement attendu. Il aurait dû jouer la tristesse. Et lui, au lieu de ça, il a batifolé le lendemain avec insouciance. Il faisait chaud, il s'est baigné, il est allé à la piscine. Et puis il a rencontré Marie, il l'a embrassée. Alors, aujourd'hui, me semble-t-il, l'émotion est à la fois extrêmement valorisée, mais aussi très critiquée. Et on a simultanément ces deux regards. Valorisés alors d'abord par les neurosciences, qui, à juste titre, trouvent une entrée pour construire une approche biologique du psychisme. Valorisés aussi par notre société aujourd'hui. Alors je pense au succès des émotions de télé-réalité, à toutes les techniques aujourd'hui qui se diffusent autour du coaching ou des thérapies sur la gestion des émotions en tout genre. Et puis aussi au comportement parfois des ministres. Si un accident des transports survient, on attend aujourd'hui que le ministre des Transports revienne et vienne soutenir les familles, ce qui, il y a un certain nombre d'années, n'était pas du tout concevable. Valorisé par les neurosciences, notre société, et puis aussi une place dans la clinique psychiatrique qui est peut-être de plus en plus présente, même si ça ne saute pas forcément aux yeux de premier abord. Je pense notamment à tous les débordements émotionnels des états limites, aussi aux états hypomanes qui sont peut-être de plus en plus fréquents, où les patients vibrent émotionnellement avec leurs voisins et ressentent les émotions des autres de manière très, très crue et très violente. Aussi peut-être à des pathologies nouvelles ou pas nouvelles, mais comme le burn-out, le PTSD, la catatonie. Dans l'exemple du PTSD, ce n'est pas effectivement la cause du PTSD, mais en revanche, le moment de sidération anxieuse éventuellement après le trauma, et puis toute la violence des reviviscences, de l'hypervigilance, on est bien dans un champ, au fond, émotif extrêmement pénible. Et ces émotions-là ponctuent finalement, c'est peut-être le motif de consultation et le caractère extrêmement pénible qui caractérise ces pathologies.
trop d'émotions ou au contraire absence d'émotions dans d'autres situations qui génèrent aussi une surprise ou de la souffrance. Et puis aussi, je pense à nos médicaments, aux thérapeutiques médicamenteuses qui peut-être ciblent spécifiquement des émotions. Quand on voit l'effet des anxiolytiques et qui apaisent complètement les patients, ou encore les antipsychotiques qui produisent une sorte de nivellement émotionnel très, très plaisant pour les états limites, très satisfaisant pour d'autres patients, mais on voit que les thérapeutiques peut-être ciblent sur spécifiquement les émotions. En tout cas, c'est une hypothèse qu'on peut faire, et on verra ces journées de congrès comment, au fond, les interventions pourront éclairer la place des émotions en psychiatrie. Alors, si les émotions sont valorisées aujourd'hui, et qu'elles ont, à mon sens, une place tout à fait importante en psychiatrie, elles sont aussi soumises à une critique assez violente. Plusieurs personnes aujourd'hui s'insurgent contre une société qui cultive l'émotion, le sensationnel. Je citerai un livre qui s'appelle « La stratégie de l'émotion » d'Anne-Cécile Robert, et dont Dupond-Moretti, je crois, le commente ou le préface. En tout cas, voilà ce qu'il dit. Ce livre est une analyse du tsunami compassionnel qui emporte tout sur son passage aujourd'hui et nous interdit de penser, et surtout de penser juste. Le but, lutter contre la dictature avilissante de l'affectivité, en finir avec l'omniprésence du lacrymal et de l'indignation, comment le rôle grandissant de l'émotion a fini par parasiter non seulement le débat démocratique, mais aussi la décision politique. Voilà, donc première critique très, très violente contre l'émotion et l'usage qu'on peut en faire dans notre société. Autre type de critique un peu différente, faire état du débat qu'il y a par exemple entre les neurosciences et les sciences sociales, débat porté notamment par la nouvelle revue Sensibilité, dont les premiers numéros portent précisément sur les émotions et sur les controverses autour des émotions. Et puis, surtout, l'usage de certaines émotions, la critique de l'usage des émotions ne date pas d'aujourd'hui, et c'est une ancienne critique, avec notamment des philosophes qui ont réfléchi sur justement le problème posé par les émotions, et ont jeté le doute sur la valeur de certaines émotions. Et ça, je vais y revenir aujourd'hui, puisque cette critique-là est tout à fait pertinente aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui dans cette conférence inaugurale, c'est donc de développer ce double aspect, propre aux émotions, à la fois un objet par moments valorisé et à d'autres moments critiqué et rejeté. Pourquoi les émotions sont-elles à ce point un objet polémique? Pourquoi elles suscitent autant de passion, finalement? Et l'hypothèse que je vous propose et que je vais développer au cours de mon intervention est la suivante, c'est que ce qui caractérise l'émotion, c'est précisément son ancrage dans le corps, c'est sa matérialité, le fait qu'il y a une réalité corporelle propre à l'émotion. Pas seulement, mais il y a d'abord une réalité matérielle. Et donc cette manifestation physique, elles sont assez évidentes. Par exemple, quand on a peur, le pouls bat très vite, on transpire, on se sauve ou au contraire on est paralysé. Et donc, me semble-t-il, le succès des émotions aujourd'hui, comme d'ailleurs le succès ou les critiques du passé, sont liés à cette dimension physique et corporelle liée aux émotions. C'est-à-dire que malgré une simplicité apparente qui semble liée aux émotions, c'est en fait un objet excessivement complexe, parce qu'en associant des manifestations à la fois d'abord physiques, mais à la fois physiques et mentales, physiques et psychiques, au fond, l'émotion nous oblige à envisager les relations du corps et de l'esprit, de l'âme et du corps et du mental, avec toutes les passions que ces débats-là peuvent susciter. Objet donc qui ne se laisse pas connaître si facilement et qui résiste. Alors, je n'hésiterai pas, pour développer cette réflexion très générale, à prendre appui sur des philosophes qui permettent d'éclairer la question, peut-être par moments en la complexifiant un peu, mais pas trop, j'espère.
Mais avant de développer cet aspect-là, quelques mots peut-être sur des questions de définition qui sont importantes. Alors, le terme d'émotion se décline selon différentes émotions. On peut citer la peur, la joie, la tristesse. Et au fond, ce terme est assez proche de celui d'affect ou de sentiment, de passion. Assez proche, mais en même temps, il est d'usage de les distinguer, les affects des passions, même si ces termes, parfois, sont assez proches, voire mélangés. Alors, pour essayer de clarifier un peu cette confusion lexicale qui est souvent entretenue, on peut dire que être ému, c'est être troublé et soumis à une agitation globale et passagère. État émotionnel qui peut être très violent, on parle de choc émotionnel. Une patiente récemment me parlait de tempête émotionnelle quand elle éprouvait comme ça ces moments-là. Tempête émotionnelle avec où se mélangeait peur, anxiété, envie de mourir, envie de se faire mal, des regrets, et puis un mal-être aussi physique, avec une agitation, des sudations, des palpitations, voilà. Donc un état de tempête émotionnelle. Je trouve que le terme était assez représentatif de ce qu'elle, du mouvement produit par l'émotion. Alors, les émotions très violentes et temporaires sont peut-être différentes des sentiments et des passions, qui, elles, se manifestent plus durablement. En tout cas, c'est souvent comme ça qu'on les distingue. Par exemple, si on prend la jalousie, qui est on pourrait dire une passion, elle persiste dans la durée, on ne peut pas difficilement la faire l'atténuer, mais en revanche, le jaloux, par moments, a des moments d'émotion intense, notamment lorsqu'il craint que sa compagne, par exemple, est en train de le tromper. Alors, le terme de passion, voilà, d'émotion, on voit un peu comment on les mélange, on les distingue. Le terme de sentiment est peut-être utilisé parfois comme un terme générique, et puis renvoie à des affects peut-être plus intellectualisés. Alors, il y a des sentiments nobles, on parle de vertueux, on parle d'amour chevaleresque, ou parfois aussi la joie peut manifester un sentiment plus subtil. On pense à tous les sentiments d'extase ou encore le sentiment moral, le sentiment esthétique. Voilà, une dimension peut-être un peu différente de l'émotion. Alors, de manière un peu simpliste, on peut dire qu'il y a deux aspects propres à l'émotion. D'abord, c'est une réaction affective transitoire plutôt de grande intensité et qui, en général, est provoquée par une stimulation alors qui vient de l'environnement ou de ses souvenirs, enfin de soi, de sa mémoire. Étymologiquement, l'émotion vient du verbe latin movere, qui veut dire se mouvoir. Et donc l'émotion met en mouvement du corps, dans le corps, enfin voilà, toutes les réactions de mouvements qui sont liées à l'émotion. Et puis, c'est une réaction affective transitoire, je disais brutale, mais c'est aussi un état qui a des manifestations physiques et aussi mentales, avec un ancrage dans le corps ou physique qui est tout à fait essentiel. Alors, comment peut-on répertorier les différentes émotions ? Je disais, il y a la peur, la colère, la joie, mais il y a aussi des émotions plus complexes. On peut parler parfois de sentiments moraux, d'émotions esthétiques. Combien y en a-t-il ? Certaines sont-elles plus importantes que d'autres ? Lesquelles étudier ? Alors, pour développer cette question, ce que je vous propose, c'est un détour peut-être par l'histoire, pour éclairer un peu comment on peut concevoir les différentes émotions et l'organisation de la vie émotionnelle. Et en particulier, la question des émotions primitives qui a été soulevée et débattue à un moment donné. Un débat qui est peut-être daté, mais en tout cas qui a animé la communauté philosophique avec notamment des débats entre plusieurs philosophes, et notamment Descartes et Spinoza. Alors, la question des émotions primitives n'est pas peut-être un débat daté, mais n'est pas tranché aujourd'hui, et, me semble-t-il, reste pertinent. Alors, de quoi s'agit-il ? La question est la suivante, c'est peut-on identifier, et si oui, avec quels critères, des émotions primitives ou premières, une sorte de noyau émotionnel élémentaire, et une fois qu'on les a identifiées, envisager comment se constitue toute la vie émotionnelle, avec sa richesse et sa diversité, en combinant donc ces émotions primitives pour constituer des émotions plus complexes et retrouver toute la richesse de la vie émotionnelle
qui la caractérise. Alors cette question a nourri la réflexion de plusieurs philosophes. D'abord Descartes et puis Spinoza aussi, qui est un lecteur assidu de Descartes. Et puis aussi Théodule Ribot, philosophe de formation et puis fondateur de la psychologie scientifique dans les années 1900. Avant Ribot, la psychologie était une partie de la philosophie, et Théodule Ribot constitue la psychologie comme discipline autonome, discipline donc qui s'émancipe de la philosophie, avec une base très scientifique, en tout cas, c'était comme ça qu'il l'a constituée. Alors, quelles sont donc les émotions primitives que Descartes identifie? Alors, il identifie 6 passions primitives, et enfin, vous allez voir, le terme d'émotion et de passion est en fait assez employé l'un pour l'autre chez Descartes. Je vais y revenir un peu plus tard, mais voilà, pour l'instant, quand il identifie 6 passions primitives, on peut considérer que c'est aussi, par moments, 6 émotions primitives. Alors, 6 émotions primitives et en tout une cinquantaine de passions complexes. Passions complexes qui sont composées à partir des 6 émotions primitives. C'est dire l'importance de constituer et de trouver ces émotions qui sont premières et qui permettent de recomposer la totalité de la vie émotionnelle et affective. Alors, quelles sont-elles? La joie, la tristesse, l'amour, la haine, le désir et l'admiration. Voilà. 6 passions, et seulement 6. Alors, la joie et la tristesse, on voit de quoi il s'agit. Dans le champ pathologique, on est habitué de décliner ou d'examiner toutes les variations qu'il y a entre une extrémité qui est la tristesse et la dépression ou la mélancolie, et puis de l'autre extrémité qui est une humeur, l'exaltation de l'humeur. Et on voit un peu ces deux pôles-là, au fond, comment ils sont... on a une certaine habitude de les reconnaître et de les identifier. Et Descartes en identifie 2, donc, comme passion primitive, les 2 pôles, la joie et la tristesse. Alors, il identifie aussi le désir comme émotion primitive. Alors, ça peut nous surprendre aujourd'hui, depuis que la psychanalyse lacanienne est passée par là. Parce qu'effectivement, la psychanalyse a donné au désir une place tout à fait particulière, et une valeur très particulière. Là, on est au XVIIe siècle, et le désir est pris comme une passion parmi d'autres. Et donc le désir, et c'est ce qui anime, alors Descartes le définit de la manière suivante, c'est le désir vise un bien pour nous, que nous souhaitons acquérir, que l'on ne possède pas encore, ou encore un bien dont on souhaite la conservation. Donc le désir, c'est une émotion qui met en mouvement finalement vers la recherche d'un objet que l'on convoite, mais sans lui donner une valeur plus importante. Donc joie, tristesse, désir, amour et haine, on voit ce que c'est, et puis l'admiration qui est un peu étonnante, émotion un peu surprenante, c'est, nous dit Descartes, la rencontre avec un objet qui nous surprend, qui n'est pas comme il devrait être. Et donc, soit il nous surprend positivement, et c'est plutôt de l'estime, soit au contraire, il nous surprend négativement, et on est plutôt dans le mépris. Enfin, après, voilà, on voit comment il va construire les émotions, avec, si ça concerne soit l'orgueil ou un autre, le mépris ou l'estime. Donc voilà, des émotions très simples qui permettent, quand on les combine et quand on les complexifie, de retrouver toute la richesse émotive ou passionnelle qui nous caractérise. Alors, par exemple, au désir se rattache l'espérance, autre passion. L'espérance est un mélange de joie et de désir. On considère qu'il y a beaucoup de chances à obtenir l'objet désiré et on s'en réjouit. Et à l'inverse, lorsqu'il n'y a plus du tout d'espoir, quand on est certain que la chose désirée ne sera pas obtenue, la crainte devient désespoir. Le désir est alors complètement éteint. Plus d'agitation liée au désir, plus d'inquiétude, mais survenue secondairement d'une tristesse qui est inévitable. Voilà. Donc on voit un peu comment, avec beaucoup de subtilité, Descartes arrive à construire toute la vie émotionnelle
en qualifiant donc une cinquantaine de passions qui se composent les unes avec les autres. Alors, comment il définit les passions de l'âme, Descartes? C'est là où vous allez voir que le terme de passion, de sentiment et d'émotion sont parfois utilisés l'un pour l'autre, mais voilà, ça demanderait peut-être un travail de thèse pour clarifier un peu ces différents usages. Donc il dit, voilà, les passions, ce sont des perceptions ou des sentiments ou des émotions de l'âme qu'on rapporte particulièrement à elle et qui sont causées, entretenues et fortifiées par quelques mouvements des esprits animaux. Donc, selon peut-être leur intensité, leur mode, ce sont des émotions ou des sentiments ou des perceptions de l'âme. Hein. Mais si elles sont perçues par l'âme, elles ne sont pas causées par l'âme, elles sont causées et entretenues par le corps. Avec cette union entre le corps et l'âme subtile, par ce qu'il appelle les esprits animaux. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre chez Descartes, et c'est ça qui, à mon sens, est très intéressant, c'est que ce sont des émotions ou des passions qui sont perçues par l'âme, mais qui sont causées par le corps et entretenues, produites par le corps. Et au fond, c'est la rencontre d'émotions qui sont causées par le corps. Hein. Moi, j'ai insisté sur l'ancrage corporel, mais alors c'est ce qu'observe Descartes avec précision. Et dans sa logique, du coup, il dit, l'âme, au fond, perçoit ces passions ou ces émotions qui sont produites par le corps. Donc, de remarques, on comprend effectivement que la définition de Descartes suppose un dualisme, donc deux substances distinctes en droit, l'âme et le corps. Mais ce dualisme cartésien, tant critiqué aujourd'hui, tant reproché, est néanmoins assez secondaire, parce que les émotions, au fond, nous confrontent à l'union de l'âme et du corps. La médecine, on peut dire par anachronisme aujourd'hui, la psychiatrie, elles étudient, elles soignent en même temps les manifestations de l'âme et du corps. Et donc, le champ d'étude des émotions de l'âme n'est ni strictement celui de l'âme, ni strictement celui du corps, mais bien celui de l'union subtile entre l'âme et le corps dont il s'agit de comprendre le fonctionnement. Alors, Descartes, avec ses 6 émotions primitives ou 6 passions primitives, avec cette logique qui lui est propre, est critiqué par Ribot, Théodule Ribot, le fondateur de la psychologie scientifique dans les années 1900, philosophe de formation, et il remet en cause l'analyse de Descartes. Alors, on est dans un contexte différent, puisque Ribot préconise une approche biologique, enfin, il défend une approche biologique de la vie mentale. Et il prône un genre de, on pourrait dire, un monisme matérialiste, c'est-à-dire il s'agit de voir comment les émotions sont ancrées dans le corps, sans pour autant postuler l'existence d'un esprit séparé. Voilà, toute la subtilité, tout le caractère complexe des émotions va prendre appui sur un corps et se complexifier progressivement, sans qu'on ait besoin de supposer un esprit qui serait à côté et qui pourrait donc du coup être influencé ou percevoir des choses. Alors, le moment de Ribot, c'est aussi le moment où Darwin publie l'expression des émotions chez l'homme et les animaux, avec une approche qui est celle de l'évolution des espèces, et puis qui compare les émotions de l'homme et des animaux. Donc c'est 1872, voilà, c'est à peu près la même époque. Enfin, on voit un peu ce courant à cette époque-là, qui a une approche très particulière de la vie mentale. C'est aussi l'époque où William James, l'anglais, publie les principes de psychologie en 1876, je crois, et une thèse aussi très matérialiste, où il dit, par exemple, que lorsqu'on voit une bête féroce, alors je ne sais plus si c'est un loup ou un ours, on fuit, et ensuite on a peur, et non l'inverse. Spontanément, on aurait tendance à penser qu'on a d'abord peur, et ensuite, puisqu'on a peur, on va se sauver. William James lui dit non, c'est l'inverse, on se sauve, et c'est parce qu'on se sauve qu'on peut qualifier cette émotion de peur. Dans un autre champ, il dit que si on est triste parce qu'on pleure et non l'inverse, c'est pas parce qu'on est triste que du coup on pleure, c'est parce qu'on pleure qu'on peut qualifier de tristesse l'émotion.
C'est aussi lui dans un champ, enfin c'est une approche très matérialiste de la vie mentale. C'est aussi, comment dire, concernant la tristesse, voilà, si on a des idées tristes, ce n'est pas parce que... Si on a des idées tristes, c'est parce que l'humeur est triste. L'idée, c'est que l'humeur est noire, et donc le contexte très noir produit des idées tristes, et ce n'est pas l'inverse, c'est-à-dire des idées tristes qui pourraient produire une humeur qui serait noire. Voilà. Donc on est dans une approche volontairement biologique et très intéressante à cette époque-là, alors qui prend appui et qui critique des philosophes, alors notamment Descartes, qui certes est dualiste, mais qui a reconnu quand même que les émotions venaient du corps, enfin en tout cas son dualisme le conduit à donner une place tout à fait essentielle au corps. Alors, Théodule Ribot identifie 5 émotions primitives, qui sont différentes de celles de Descartes, vous vous en doutez bien. Et il va justement critiquer la méthode de Descartes et en proposer une autre. Alors, les 5 émotions primitives, et là, c'est vraiment le terme d'émotion qu'il utilise, hein. Il écrit en français, il n'y a pas de problème de traduction. Descartes aussi écrit en français pour ce dernier traité, qui sont les passions de l'âme, pas en latin. Donc il y a la peur, la colère, la tendresse, l'amour-propre et l'émotion sexuelle. Alors la peur, on comprend bien, c'est une émotion qui survient très rapidement chez l'enfant. Et puis elle est suscitée par des émotions, par des perceptions auditives et visuelles. C'est quelque chose qui est très précoce d'un point de vue d'une évolution, et plus une émotion est précoce, finalement, plus, enfin, de manière un peu simple, on peut se dire qu'elle est liée à une biologie. Donc la deuxième émotion qu'il distingue, c'est la colère, qui survient aussi très précocement, selon lui, et elle n'est pas défensive comme la peur, mais plutôt offensive. Et puis, troisième émotion, donc la tendresse, ou l'émotion tendre, c'est un mouvement d'attraction, au fond, qui pousse l'enfant à une recherche de contact, et qui survient assez rapidement après la naissance. Bon, et puis deux autres qui sont peut-être moins... qui sont plus complexes, l'amour-propre et l'émotion sexuelle. Alors l'amour-propre, c'est pour Ribot une émotion qui est liée à la personnalité, au moi, donc qui vient après 3 ans, déjà un peu plus tardivement, où l'enfant a déjà un peu conscience de lui-même, et qui fera le terreau à d'autres émotions comme l'orgueil, la vanité. Enfin voilà, il y a toute une réflexion sur l'amour-propre. Et puis l'émotion sexuelle qui survient au moment de la puberté. C'est la dernière selon l'ordre chronologique de Ribot. Et ça repose sur un changement physiologique aussi. Alors, pourquoi Ribot identifie-t-il 5 émotions et non pas 3 comme Spinoza ou 6 comme Descartes? Petite parenthèse, Spinoza avait réduit l'approche de Descartes en disant il y a juste la joie, la tristesse et le désir, et à partir de ces 3 émotions, par déduction, construisait toute la vie émotive. Avec une approche, pour le coup, moniste et matérialiste, enfin moniste, disons. Alors, pourquoi 5 émotions et sur quels critères, au fond, Ribot va identifier ces 5 émotions primitives? Ce qu'il défend, c'est une méthode dite généalogique, c'est-à-dire qu'il critique la méthode analytique de Descartes. Méthode analytique, c'est-à-dire que Descartes finalement prend la vie émotionnelle dans sa complexité et puis décompose en 6 éléments les plus primitifs à partir desquels on peut reconstituer toute la vie émotive. Voilà, donc il refuse cette méthode-là, il refuse la méthode déductive aussi de Spinoza. Et en revanche, ce qu'il préconise, c'est donc une approche chronologique, on pourrait dire, ou généalogique. Les émotions primitives, ce sont les émotions dites les premières, aussi bien au niveau du développement de l'enfant qu'au point de vue de l'évolution des espèces. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, c'est l'époque aussi de Darwin, où l'évolution des espèces est devenue très présente dans les esprits. Et du coup, on a cette analogie qui est que finalement les émotions primitives sont aussi les émotions les plus archaïques. Les premières émotions, celles que l'enfant vit les premières, ce serait aussi celles du primitif, en quelque sorte. Voilà, une analogie qui est faite à cette époque-là,
de manière assez intéressante, et avec d'autres arguments sur lesquels je ne vais pas m'étendre, mais effectivement, la pathologie, d'une certaine manière, qui va du plus complexe au plus simple, reconduit aux émotions les plus primitives, comme dans le cas de la démence, et vient confirmer un peu l'hypothèse de Ribot. Ce qui persiste en dernier dans la démence, c'est les émotions, la colère, la peur, et puis les besoins nutritifs. Toutes les autres émotions beaucoup plus complexes se sont petit à petit disparues selon un ordre qui est la loi de réversion, enfin, ou la loi de Ribot, et qui donc s'applique aussi pour les émotions. Alors, une démarche, je disais, généalogique et chronologique, et avec une priorité donnée aussi au biologique. Ribot recherche les émotions les plus biologiques possibles, qui sont donc le moins marquées par l'éducation ou par la culture. Et donc, évidemment, les premières à apparaître sont les meilleurs candidats pour asseoir donc une psychologie dans une approche biologique. Alors, pour récapituler un peu les choses, on peut dire que l'étude des émotions et l'approche scientifique de celle-ci n'est pas une radicale nouveauté d'aujourd'hui. Ces questions-là ont été déjà envisagées dans les années 1880-1900. Et donc la nouveauté porte sur les outils techniques nouveaux d'aujourd'hui, notamment l'imagerie fonctionnelle et d'autres choses, et aussi d'autres paradigmes pour réenvisager cette question de la biologie des émotions. Alors, autre paradigme, certes, mais la question aujourd'hui, pour les neurosciences notamment, ne se pose pas en effet en termes d'émotions primitives et d'émotions secondaires. Et pourtant, la question des émotions primitives n'est pas forcément complètement aberrante, précisément par leur caractère premier, plus pur, entre guillemets, les moins influencés, disons, par la culture, le langage ou l'éducation. Et on voit l'enjeu du débat aujourd'hui qui est entre les neurosciences et les sciences sociales, par exemple. Les émotions sont-elles complètement déterminées et compréhensibles par une neurobiologie qui reste à bien des égards encore à constituer, mais quelle place du coup pour le langage, pour l'éducation, pour la culture, pour la société et ses usages dans la constitution des émotions et dans leurs expressions. Par exemple, aujourd'hui, les neurosciences ont élaboré des modèles de la peur qui sont très, très, très précis. Et cette émotion est bien connue. La peur est précisément la première émotion que Ribot identifie pour des raisons de conception généalogique et théorique. Et du coup, quel est le statut de cette émotion pour les neurosciences? Est-ce qu'elle n'est pas composée par plusieurs émotions? Voilà, des questions qui restent posées et qui peuvent peut-être se poser si on regarde un peu comment les auteurs dans le passé se sont un peu débrouillés avec la complexité de cette question. Alors, je vous disais que c'était une hypothèse de départ que le corps occupe une place centrale dans la réalité des émotions. Cette hypothèse, cet ancrage dans le corps, je serais tenté de penser que c'est cela qui a produit le succès des émotions, aussi bien d'ailleurs aujourd'hui qu'en 1900. Donc ancrage dans le corps qui est source d'un intérêt et d'un succès aujourd'hui et dans les années 1900. Mais c'est peut-être précisément cet ancrage dans le corps qui a aussi jeté le doute et la suspicion sur les émotions, notamment chez certains philosophes. On a vu un peu avec Descartes, enfin, voilà, s'il étudie avec autant de précision les émotions, c'est qu'il s'agit de les contrôler et de les éduquer. Et donc, ce que je vous propose, c'est continuer cette réflexion sur la voie de la controverse, et donc d'examiner ce qui a conduit à douter, au fond, de la valeur des émotions dans le passé, comme aujourd'hui aussi dans l'introduction que j'ai présentée, et notamment par une tradition philosophique qui a été très critique à l'égard des émotions. Donc objet valorisé, mais objet critiqué, et on va voir un peu les arguments qui ont nourri cette critique.
Alors, si on revient à Meursault et à Camus, Meursault, au premier abord, se présente comme quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'émotions. Aujourd'hui, maman est morte, hein, c'est comme ça que commence le livre, et pourtant, Meursault ne manifeste pas les émotions attendues. Il n'est pas triste, il ne pleure pas d'état de tension, pas de débordement émotionnel. Il semble plutôt indifférent. En fait, il ne voyait plus sa mère depuis très longtemps. Elle lui était devenue presque étrangère. Et il n'a pas vraiment pleuré. Lors de l'enterrement, il n'avait qu'une envie, c'était de quitter ce lieu, c'est de partir. Et d'ailleurs, le lendemain, au lieu d'afficher une tristesse convenue, il a rencontré une amie, Marie, et ils sont allés à la piscine. Et il a profité d'émotions tout à fait du bon ton de l'époque, du moment. Alors, on peut dire qu'il s'est laissé porter par les émotions du moment. Il n'est pas forcément sans émotion, en tout cas, c'est un peu les questions que Meursault pose. Ce n'est pas forcément un personnage sans aucune émotion, mais peut-être un personnage qui se laisse porter par les émotions qu'il ressent à un moment donné. Et là, il avait plus envie d'aller à la piscine, de rencontrer, de passer un bon moment avec Marie plutôt que de pleurer le décès de sa maman. Alors, le problème est le suivant. Est-ce qu'il n'a pas manifesté les émotions attendues ? Il ressent beaucoup d'ennui. Donc, voilà, est-ce que c'est ça qui est problématique ? Est-ce qu'il est trompé par les émotions qu'il ressent ? Est-ce qu'il se laisse aller au plaisir d'autres émotions, avec notamment Marie, vivre l'instant présent, se réjouir comme ça du paysage, de la chaleur, de la douceur du temps ? Ça se passe en Algérie, et puis voilà, les journées sont belles. Et enfin et surtout, aurait-il dû jouer la tristesse ? Alors, historiquement, les émotions ont suscité beaucoup de méfiance et beaucoup de défiance, et elles ont été très dévalorisées, parce qu'accusées d'être trompeuses, instables, sources d'artifice. Et la critique reste aujourd'hui très pertinente dans une société, précisément, qui, d'un certain côté, valorise le sensationnel, joue aussi sur l'émotionnel. Hein, il suffit d'allumer la télé ou d'écouter... ou de regarder un peu tous les messages d'aujourd'hui. Alors, si on continue un peu ce détour par des auteurs anciens et par des philosophes, on peut s'intéresser un peu aux arguments qui ont conduit à se méfier de la rhétorique, et notamment des sophistes. Très intéressant, à mon sens, est la critique très violente élaborée en Grèce antique contre ces rhéteurs particuliers, ces sophistes. Et Platon dénonce justement l'art de la tromperie, tromperie obtenue grâce à la manipulation des émotions. Et donc ce que Platon dénonce, c'est un usage scandaleux du langage. Et donc ce que font deux célèbres rhéteurs qui maîtrisent cet art, que sont Protagoras et Gorgias. Alors que fait le sophiste ? Il maîtrise l'art de la persuasion. Il est capable de convaincre un auditoire en le faisant frissonner, pleurer, parfois rire, en suscitant du dégoût, de la honte. Et donc persuader en suscitant de l'émotion. Il faut émouvoir pour convaincre. Alors c'est précisément ce que ne fait pas Meursault. Meursault, dans le livre de Camus, refuse catégoriquement de faire pleurer le jury. Il refuse de dire ce que l'avocat lui demande de dire, au point d'ailleurs que l'avocat finira par lui demander de se taire et de le défendre, surtout sans son aide, très gênant. Alors, Meursault est transparent de cette manière, il dit ce qu'il ressent. Vers la fin du livre, effectivement, il y a toute une évolution du personnage. Il commence un petit peu à se censurer, mais bon, après d'autres, peut-être adoptent-ils une position de spectateur du monde, plus que celui d'avoir fait un travail sur ses émotions. Alors, si, en revanche, Meursault refuse de jouer un rôle et de manifester les émotions attendues, en revanche, le juge, dans le livre de Camus, est un excellent rhéteur, parce que Meursault est jugé pour... il tue un homme, hein, il est jugé pour ce crime, mais le procureur va chercher dans son passé ce qui pourrait le faire condamner, ce qui pourrait infléchir un jury populaire à considérer qu'il y avait préméditation et que donc il faut le décapiter.
Et le jury, en effet, est scandalisé par un fils qui ne pleure pas lorsque sa mère est morte. Meursault refuse de faire semblant, il dit qu'il ne la connaissait plus, et tout ça l'ennuie. Et au fond, il sera condamné précisément grâce, à cause, disons, de la rhétorique du juge qui sait émouvoir le jury, et par sa transparence ou son absence d'émotion. Voilà, je laisse la question ouverte. Alors, revenons à Platon. La critique de fond est que le rhéteur et l'art du langage sont au service de la persuasion et non au service de la vérité. C'est ça, pour Platon, hein, voilà, qui pose problème. Et c'est pour ça qu'il dénonce le sophisme. Le sophiste est capable de convaincre de n'importe quoi, quel que soit le sujet défendu. Et donc, en arrière-fond, ce n'est pas l'émotion en elle-même qui est rejetée, mais au fond la tromperie qu'elle suscite et la manipulation des individus qu'elle rend possible. L'émotion suscite la manipulation, et c'est ça, au fond, que Platon dénonce. Donc, premier type de critique. Alors, un autre aspect de la critique est que, au fond, les émotions peuvent susciter de l'instabilité ou de l'insatisfaction, du malheur, pour le dire simplement. Et Épicure, de ce point de vue, est assez intéressant parce qu'il se place dans un cadre très différent d'un point de vue conceptuel de celui de Platon. On n'est pas du tout dans un idéalisme où il y a d'un côté le monde du corps, des émotions, et de l'autre côté un monde intelligible, le monde des idées. Épicure, c'est plutôt un matérialisme assez singulier. Et donc, ces arguments contre les émotions sont intéressants parce que ils s'inscrivent dans un cadre conceptuel très différent. Alors, donc on n'a pas d'un côté le monde du corps, des sensations, le monde périssable, et de l'autre côté le monde éternel des idées. On a un travail sur le corps et sur les émotions qui est nécessaire selon lui. Travail sur les émotions, rejet de certaines émotions. Alors, notamment, pour Épicure, il faut se débarrasser des désirs vains, de l'agitation liée au désir, et puis l'insatisfaction qui la constitue. Voilà, l'idée que l'on connaît bien, hein, cette agitation et cet aspect, cette insatisfaction constitutive du désir. Alors, se délivrer pas de tous les désirs, mais notamment des craintes et des superstitions, notamment des terreurs aussi concernant la mort, sans pour autant croire à un autre monde. On n'est pas dans une perspective où il y a autre chose qu'on pourrait attendre, avec un certain dédain pour le politique. En revanche, une grande valeur donnée à l'amitié, un goût pour la retraite partagée avec ses amis. Et le jardin d'Épicure n'est pas du tout un lieu de retraite solitaire, hein, mais plutôt un lieu source de plaisir et de joie, mais une joie, alors voilà, un peu élaborée, sans trouble, qui persiste, en ayant renoncé, comme je disais, aux terreurs, aux peurs de la mort, aussi aux plaisirs futiles comme la gloire, les honneurs, ou toutes les choses sources de satisfaction temporaire. Donc ce qui est visé pour Épicure, c'est une certaine forme de sagesse. Certes, il s'agit de ne pas être soumis à l'agitation des émotions, mais ce n'est pas non plus un état sans émotion. Il y a donc un véritable travail sur les émotions, un travail à faire et à entretenir. Et si on revient du coup à Descartes, dont j'ai déjà parlé, eh bien Descartes, c'est peut-être celui qui ira le plus loin dans la volonté de maîtriser les passions, ou mieux encore de les transformer. Donc émotion ou passion, hein, j'ai déjà précisé la proximité de ces deux termes pour Descartes. Et en effet, l'idée du livre est qu'il n'est malheureusement pas possible de faire taire les passions. Pour Descartes, c'est que si on les réprime, elles reviennent par la petite porte 10 fois plus forte. Et donc, dans cette perspective, ce que propose Descartes, c'est de les transformer, c'est de les rationaliser. Elles sont impossibles à étouffer, il faut donc les maîtriser et les transformer. Ce qui fait que la question, et j'y reviens, de l'âme et du corps se pose chez Descartes dans cette perspective-là, pour les passions.
Étant donné que les passions causées par le corps influencent l'âme, comment est-il possible de modifier l'impact de ces passions? Comment les maîtriser? Comment les transformer? L'âme étant soumise aux passions du corps, il s'agit donc pour Descartes de montrer comment on peut agir sur les passions et non simplement être agi par elles. C'est donc un projet, on pourrait dire, moral, transformer les passions en vertu, passer de la passivité à l'activité. Alors, je vais conclure ce moment peut-être insister sur le fait que ce double aspect qui caractérise les émotions, à savoir un côté un objet de doute, de suspicion, parce que trop artificielle, trompeuse, éphémère, objet de manipulation, comme on l'a vu, et d'un autre côté, les émotions sont recherchées, valorisées, à la fois comme objet de connaissance pour les neurosciences aujourd'hui, à la fois comme mode d'expression à la mode dans notre société, comme manière d'être soi au nom d'une transparence valorisée. Ce double aspect, me semble-t-il, est lié à cette dimension corporelle, au rôle du corps dans les émotions. En tout cas, cette dimension physique, corporelle, participe à cette double dimension, à la fois objet valorisé et objet critiqué. Alors, outre cet aspect-là, enfin cet objet double aussi, avec cette réalité corporelle, interroge avec force le lien entre le physique et le psychologique, entre l'âme et le corps, entre le corps et l'esprit. On l'a vu à travers les différents auteurs, que ce soit des auteurs plutôt des auteurs franchement dualistes comme Descartes, mais aussi d'autres auteurs qui ont une approche moniste, comme on pourrait dire, ou matérialiste comme Épicure ou Ribot ou Spinoza. Et donc, est-ce que l'émotion valide notre modèle consensuel qui associe biologie, le mental et l'environnement, ou au contraire, est-ce que l'émotion ne remet-elle pas en cause ce modèle-là en donnant une priorité au corps, comme aujourd'hui le font les neurosciences? Question que je laisse au jour prochain de voir si on peut répondre. Et cette critique qui historiquement a été développée contre les émotions, à savoir un risque de tromperie, comme je vous l'ai dit, de manipulation, d'insatisfaction, peut au fond s'appliquer aussi bien à nos patients qu'à nous-mêmes, soignants. Quel soignant n'a pas été confronté à certaines de ces émotions, sentiments d'empathie, parfois de sympathie, voire d'antipathie selon les récits, parfois en écoutant des horreurs que nous racontent les patients. Et puis, il y a tout autour de ça une réflexion sur justement cette dimension relationnelle et sur les questions autour de maîtriser cette relation. Qui non plus ne s'est pas demandé, devant des débordements émotionnels extrêmement démonstratifs, si le patient n'était pas lui-même trompé par ses émotions, ou bien s'il n'était pas enfermé dans un rôle socialement attendu, ou encore s'il ne surjouait pas les choses. Voilà, question assez large qui évidemment concerne aussi bien la clinique psychiatrique que nous-mêmes en tant que soignants. Et je m'arrête là et je vais laisser le soin aux invités du Congrès de prolonger ces questions, en soulever d'autres et en tout cas nous faire avancer sur ces enjeux cliniques et thérapeutiques.